Ladies and gentlemen, Philippe Val. Merci, je suis très touché par la remise de ce prix et j'ai bien conscience que d'autres que l'on ignore, qui vivent dans l'obscurité des dictatures beaucoup plus héroïques que moi, le méritent bien davantage, et parce qu'à leur façon anonyme, ils sauvent la liberté du monde, mais ce prix m'encourage à leur rester fidèle. Donc, je voudrais ce soir d'abord vous remercier, bien sûr, et puis vous parler peut-être de ce à quoi sont confrontés ceux qui défendent ces droits de l'homme dont on parle depuis tout à l'heure dans le monde démocratique. Parce que il n'y a pas que sous les dictatures que leur défense pose des problèmes, hélas. On est confronté actuellement à un monde féodal qui s'est réveillé et qui s'est réidéologisé à partir de la fin des années 70 avec le retour de Khomeini en Iran, qui au-delà de la séparation, au-delà de la haine des chiites, sunnites, a donné un élan à l'islam en général et a repolitisé un islam qui aujourd'hui, dont une partie s'est terriblement radicalisée et exprime d'une façon très efficace la haine des démocraties, la haine des États de droit. Et cette haine, d'abord, il faut bien le dire, les premières qui en sont les victimes, ce sont les femmes. On le voit bien avec Boko Haram, on le voit bien avec Daesh, et on le voit bien dans nos États de droit où de plus en plus de femmes sont soumises à des vies et à des accoutrements qui sont difficilement acceptables dans des pays où on a décidé que les hommes et les femmes avaient les mêmes droits et que représenter l'impureté et la tentation et l'afficher dans la rue est quelque chose de difficile à accepter. Et les querelles qui se sont allumées pour les écoles, notamment dans les écoles, dans les universités, sont stupéfiantes de violence et surtout les gens qui défendent cette culture, comme on dit, ces traditions religieuses, arrivent d'horizons politiques tout à fait étonnants, puisque la gauche s'est battue pendant des années, enfin ça faisait partie de son logiciel, peut-être même de son ADN, l'égalité entre les gens, et tout d'un coup on s'est retrouvé confronté à une gauche qui est devenue l'avocate de ces pratiques médiévales et qui sont totalement injustes et barbares. Je voudrais parler dans cette affaire du rôle des intellectuels et des intellectuels de cette gauche, de cette partie de la gauche, parce que la droite, traditionnellement plutôt réactionnaire, conservatrice, on n'attendait pas d'elle forcément beaucoup d'avancées. Eh bien, on attendait plus de choses de la gauche, d'où la déception est d'autant plus grande. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette gauche ? Eh bien, elle a perdu beaucoup de choses. Elle a perdu d'abord l'avenir radieux avec Staline. Elle a perdu l'homme nouveau avec Mao, ensuite, qui a été défendu en France par de nombreux intellectuels autour de Jean-Paul Sartre. Tout ça, ils l'ont perdu. Ils ont perdu les classes populaires, ils ont perdu la lutte anticoloniale parce qu'il n'y a plus de colonies. Ils ont perdu aussi, quelque part, le combat de la culture. Alors, qu'est-ce qui leur reste ?
il leur reste l'islam. Ce qui est quand même assez étrange. L'islam parce que c'est la religion des derniers opprimés. Le musulman, aujourd'hui, a pris la place du communiste. Cette place passionnelle que l'on doit avoir, dans laquelle il faut ranger ceux qui sont victimes de la société. Alors, victimes de la société, c'est un peu étrange, puisque les sociétés dans lesquelles ils sont victimes sont très diverses. En France, peut-être, bon, le Danemark, c'est très différent, mais le Danemark et le Mali sont des régimes politiques extrêmement différents. L'Indonésie, le Pakistan, qu'est-ce que c'est que ces sociétés qui produisent de l'oppression et qui fait que le musulman est considéré comme un opprimé avec lequel il faut comment dire, avec lequel, d'abord qu'il ne faut pas stigmatiser, c'est le mot, donc il ne faut pas en parler généralement. On ne doit pas parler de l'islam, parce qu'on n'a plus le droit de critiquer la religion du stigmatisé. On n'a plus le droit de critiquer une idéologie, ce qui est catastrophique. Qu'on ne critique pas les gens, qu'on n'insulte pas les gens, qu'on respecte les croyants est une chose parfaitement normale à laquelle il faut se tenir. Mais les idées, le corpus d'idées, qu'on ne puisse pas le critiquer dans les démocraties, c'est gravissime. Eh bien, c'est pourtant ce qui se produit, et on a inventé un mot pour ça, c'est islamophobie, c'est un mot qui empêche de parler de la question de l'islam et de ce que l'on prélève dans l'islam pour vivre avec. Alors, toutes les grandes religions aujourd'hui ont fait leur choix. Elles se sont adaptées au monde moderne. Le Dieu collectif au-dessus des lois s'est transformé en Dieu personnel. Et le droit commun prime dans les démocraties. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, demander à nos concitoyens français musulmans ou français ou espagnols musulmans ou danois musulmans de faire cette réforme décisive et absolument nécessaire pour pouvoir continuer à cohabiter, ça déclenche, si vous voulez, quelque chose où on se fait traiter de raciste, on se fait traiter d'islamophobe, ce qui quand même n'a rien à voir. Mais c'est comme ça. Ce monde intellectuel est fait ainsi aujourd'hui. Alors, on nous a dit, c'est un problème social. C'est un problème, on a maltraité ces gens, l'immigration, la colonisation. Une fois de plus, tous les pays n'ont pas été colonisateurs et la façon de traiter l'immigration est extrêmement différente selon que l'on est dans les pays scandinaves ou dans les pays du sud de l'Europe, voire même l'immigration interne à l'Afrique. Tout cela est très différent et pourtant, comme ça produit la même chose. Donc l'explication sociologique est inopérante. Et pourtant, malgré cette preuve quotidienne que l'explication sociologique est inopérante, on continue à s'en servir pour expliquer le phénomène et, quelque part, le légitimer. Légitimer l'hostilité dans laquelle est tenu l'état de droit, dans laquelle sont tenus les états de droit, mais aussi, pas le légitimer, mais comprendre, quelque part, pourquoi il y a du terrorisme, puisque ce terrorisme avait été, à l'époque de la guerre d'Algérie notamment, justifié par Sartre dans sa préface aux damnés de la terre de Frantz Fanon, l'arme des faibles. Le terrorisme était l'arme des faibles. Cette espèce de grille sociologique abusive, scandaleuse, continue d'opérer encore aujourd'hui et sert de censure à la pensée. Par ailleurs, dire cela, c'est déresponsabiliser ceux qui agissent, et déresponsabiliser ceux qui agissent, c'est aussi ne pas penser leur liberté. Ils ne sont pas responsables, donc d'une certaine façon, ils ne sont pas libres. Ne pas accorder la liberté à l'individu, pour moi, c'est le pire des racismes. C'est ne pas considérer l'autre comme un être humain à part entière. Sous prétexte d'avoir un discours protecteur, on traite l'autre comme un sous-citoyen, une sous-personne humaine. Mais on a beaucoup de mal à faire passer ça. Je pense que cette façon de prendre l'autre
sous son aile avec une analyse sociologique justifiant les crimes qui se commettent au nom, par exemple, de l'islam, c'est une façon de mépriser l'autre et d'être raciste. Il y a un problème culturel. Notre société, cette gauche, a perdu aussi la culture. Pourquoi? Parce que d'abord, cette partie de la gauche qui est rousseauiste, notamment, enfin, il y a des origines chez Jean-Jacques Rousseau, je viens ici parler en Suisse de Jean-Jacques Rousseau, donc je touche à quelque chose d'extrêmement sensible, je sais, mais dans son discours sur la science et les arts, Rousseau exprime quelque chose de fondateur. Il dit que la connaissance est nocive pour le peuple. Elle est réservée à une élite qui doit être dirigeante. Il est contre la culture des encyclopédistes de son temps. Il y a cette première atteinte à la culture qui est dans un logiciel d'une partie de la gauche qui va traverser le XIXe siècle, qui va passer par Marx, et cette gauche de Jules Guesde qui, au moment de l'affaire Dreyfus, était anti-dreyfusarde. Donc, il y a déjà cette hostilité vis-à-vis de la culture. Encore plus tard, au moment du stalinisme et du maoïsme, on a décidé qu'il y a toute une partie de ce fonds culturel universaliste. On a décidé que tout ce fonds culturel, tout ce fonds de savoir était un outil de domination colonialiste, parce que c'est comme ça qu'on arrive à dire que un Vietnamien, enfin un Indochinois, disons à l'époque, ou un Algérien qui revendique la démocratie et les droits de l'homme, je parle de l'époque des guerres d'indépendance, étaient des gens qui étaient en quelque sorte contaminés par la culture du colon, du colonisateur et du dominant. Il y a eu ce mépris et ce rejet pour la culture universaliste. L'exemple, par exemple, il y a eu, on se souvient du temps de Mao, il interdisait Debussy parce que c'était de la musique bourgeoise. Bon, Debussy en Chine. Alors, cette grille qui permet de raconter le monde et qui sépare l'humanité en deux clans qui sont les dominants et les dominés, alors à partir de quel moment on est dominant, à partir de quel moment on est dominé, alors là ça dépend des sectes intellectuelles, mais bon, le curseur peut varier un peu, mais cette façon de voir le monde est très attentatoire à la culture encyclopédiste et à la culture des droits de l'homme, parce que elle permet d'utiliser sans cesse une grille qui dit non pas le réel, mais qui dit la morale. D'un côté, il y a le bien, les dominés, de l'autre côté, le mal, les dominants. Rien ne sert d'aller faire des recherches, d'aller se confronter à la réalité de façon scientifique, artistique, de vouloir partager des émotions esthétiques, ce qui nous relie, de devoir partager le rire, l'humour, la connaissance, puisque de toute façon, on a une grille de décodage du monde, le bien, le mal, dominant, dominé. Ce qui est une atteinte épouvantable à la culture et qui nous fait vivre cette crise culturelle dans laquelle nous pataugeons aujourd'hui. Le monde journalistique et le monde intellectuel est extrêmement contaminé par toute cette affaire. C'est devenu un réflexe et ce jugement remplace aujourd'hui la culture. Et quand on n'a pas grand-chose à dire, on ricane. L'humoriste d'aujourd'hui est plus facilement un ricaneur que quelqu'un qui s'englobe dans le rire qu'il déclenche et dans le trait d'humour qu'il envoie. Et cette culture du ricanement, précisément, ça remplace aussi la culture. Donc, on est aujourd'hui confronté à une espèce de censure, à une censure intellectuelle, parce que ceux qui dénoncent cette facilité de penser sont mis à l'index, enfin en tous les cas sont très attaqués, très violemment. Et puis il y a une autre censure qui s'est installée. Et celle-ci, je voudrais qu'on la comprenne bien, qu'on sache bien à quel point elle nous fait vivre un basculement au sein même de nos démocraties. Pendant des siècles, on s'est battu,
les intellectuels, les artistes, les scientifiques, enfin, voilà, Galilée, les philosophes, Descartes, enfin bon, ils se sont battus contre le pouvoir religieux pour imposer une analyse de la réalité, une analyse du réel, une expression artistique libre, une fraternité face à la beauté, face au rire. Ils se sont battus contre le pouvoir religieux et contre le pouvoir politique. Et en gros, dans toute une partie du monde, désormais, on a gagné. On a gagné, par exemple pour la France, à partir de 1881, les lois sur la presse qui font de la France un pays démocratique. Eh bien, aujourd'hui, oui, on a gagné à part cette parenthèse de l'occupation allemande et du régime de Vichy. Nous vivons sous un régime de liberté démocratique. Et la censure ne s'exerce plus. Elle ne s'exerce plus par le pouvoir. Elle s'exerce évidemment par des préjugés, elle s'exerce par une pensée un peu unique, comme ça, comme on dit, j'aime pas trop cette expression, mais enfin bon. Mais désormais, elle s'exerce de façon bien plus dangereuse et bien plus grave encore par la base, par ce qui se passe dans le peuple. La censure, c'est ce qui s'est produit au mois de janvier à Paris. C'est ce qui s'est produit à New York le 11 septembre 2001. C'est ce qui s'est produit lors de tous les attentats terroristes islamiques. Parce que cette peur qui s'est installée, c'est la véritable censure. Et c'est peut-être même ce qui motive ce discours des intellectuels et des journalistes qui trouvent des raisons à cette violence et qui empêchent d'en parler, parce qu'eux-mêmes ont peur et ils ont transformé leur peur en un discours idéologique. Aujourd'hui, et je voudrais bien que l'on comprenne ça, aujourd'hui, quand on veut s'exprimer librement, on est protégé par la police. L'État, et je veux d'ailleurs rendre hommage aux policiers dont certains sont morts pour nous, en France, et qui, depuis des années maintenant, se dévouent pour nous garantir la liberté d'expression. C'est le pouvoir politique qui nous garantit la liberté d'expression. Et c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur du peuple, une terreur qui s'est installée, qui empêche la liberté d'expression. Cette inversion des choses est très importante à comprendre, parce si on ne la comprend pas, si on n'analyse pas cette réalité, l'avenir est sombre. Nous ne pourrons trouver de solution à ce problème dramatique qu'en prenant compte de cette réalité, en tenant compte de cette réalité et en luttant par tous les moyens possibles contre ceci. Pour ce terrain de peur, ce terrain de sale compréhension, de compréhension vulgaire des choses, de cette compréhension démagogique, vous voyez, ce terreau a fait renaître quelque chose d'incroyable dans nos états de droit. À l'intérieur de nos états de droit, désormais, il y a des gens qui peuvent sortir de chez eux avec une arme lourde et aller tuer des enfants parce qu'ils sont juifs dans une école. C'est-à-dire que, d'une façon rhizomatique, on a vu réapparaître une mutation du nazisme à l'intérieur de nos démocraties, ce qui est quand même incroyable. Et il a fallu qu'il y ait les attentats contre Charlie Hebdo, qui sont des journalistes et qui font un journal qui est alors c'est la presse c'est sacré, pour que tout le monde finalement descende dans la rue, mais il faut déplorer, et je le fais, la mort dans l'âme, que s'il n'y avait pas eu l'attentat contre Charlie Hebdo, et seulement celui de l'Hypercacher, il n'y aurait pas eu tant de monde dans les rues. Et c'est ça qui est catastrophique aussi, parce que ce qui a été censuré pendant des années, ce qui a été non dit, ce qui a été empêché d'être dit, et ceux qui l'ont dit l'ont payé souvent très cher, c'est la montée de l'antisémitisme dans nos pays aussi. Cette résurgence de l'antisémitisme qui est quand même le signe de la mort de nos démocraties, du danger de mort de nos démocraties. Alors,
On n'a pas parlé, d'ailleurs, mais je parle de la France et de l'Europe, mais regardez ce qui s'est passé aux États-Unis avec ce prix remis à mes camarades de Charlie Hebdo. De grands écrivains américains se sont élevés contre ce prix, ce qui est quand même incroyable. Alors Salman Rushdie, quelques-uns ont eu le courage, toujours les mêmes, toujours, on est combien? Très peu, puisqu'on connaît nos noms, mais très peu. Toujours les mêmes disent, mais c'est pas possible, vous vous rendez pas compte de ce que vous faites. Même l'Amérique, qui est un pays ami, un pays que l'on aime, même chez eux, il y a cette espèce de peur déguisée en idéologie démagogique. Attention, faut pas stigmatiser les pauvres. On confond l'islam avec la pauvreté, mais a-t-on regardé le niveau social de ceux qui manipulent les terroristes et même certains terroristes? Ils ne témoignent pas spécialement de la pauvreté. Alors, cette fragilisation de la démocratie, j'en fais porter beaucoup la faute à certains intellectuels qui, par exemple, comme Baudrillard, au lendemain du 11 septembre, accusaient l'Amérique d'avoir été la productrice, accusait l'état de droit et accusait les démocraties d'avoir été les productrices de ce terrorisme, d'avoir inventé Ben Laden. Ce qui est scandaleux, on parlait tout à l'heure du viol, mais c'est la même chose, c'est l'inversion de la charge de la preuve. Ce sont les victimes qui sont rendues coupables. C'est très paradoxal, évidemment, c'est très dandy, intellectuellement c'est très séduisant, mais c'est un complotisme pour Jean Chic. C'est pas le complotisme de Thierry Messant qui dit que ça a été organisé par les Juifs, l'attentat du 11 et la CIA, le 11 septembre. Ça, c'est pour les gens vulgaires. Thierry Messant dit ça. Mais pour les gens chics, des grands intellectuels disent oui, nos démocraties produisent cette violence à l'intérieur d'elles-mêmes, on vous le donne, etc. C'est scandaleux d'accuser les États de droit qui sont victimes du terrorisme, d'être les responsables du terrorisme. On a fait la même chose avec Hitler pendant la guerre et ça a donné la collaboration dans ces époques épouvantables. Alors, j'arrive à la fin, rassurez-vous de ce que je voulais dire, mais cette fragilisation de la démocratie est très grave parce que ça donne aux citoyens l'épouvantable choix entre une gauche honteuse et une droite haineuse. Et le problème de la honte, c'est qu'elle est aussi une haine de soi. Donc, au bout du compte, il y a quelque chose qui est d'ordre de la haine, qui préside et qui démobilise les gens. Et cette haine de soi, cette haine des États de droit, cette haine des citoyens de haut niveau dans les États de droit, cette haine de soi est sans doute un des plus grands dangers qui nous menacent aujourd'hui. Lorsque, le 11 janvier, nous défilions dans les rues, j'avais l'impression, en voyant tous ces visages aux fenêtres, partout, et puis ces panneaux que les gens avaient confectionnés pour dire « je suis policier, je suis Charlie, je suis juif ». J'avais l'impression que ces gens, nous on était dans le carré des victimes, on défilait comme ça, d'une façon subliminale, ils nous disaient « mais parlez-nous, mettez des mots sur ce qu'on ressent, sur ce qui est en nous est blessé, est menacé et qu'on aime, c'est-à-dire cette fraternité, nos libertés, ce monde moderne qui est merveilleux, qui est magnifique et qui est attaqué. Magnifique avec ses défauts, avec ses impuretés, mais la démocratie, c'est sa beauté d'être impure, c'est sa beauté d'être imparfaite et sans cesse réformable. Il faut l'aimer comme ça. Eh bien, ils nous disaient, mais parlez-nous, et on ne leur parle pas. Parce que les gens qui sont intellectuels, qui sont journalistes, qui sont artistes, qui sont avocats, qui sont enseignants, ce sont des gens qui ont choisi de parler aux autres. Et quand on parle aux autres, il faut avoir quelque chose à leur dire. Il faut les réconcilier avec ce qui fait leur lien, la culture, la beauté, l'art, la science, ce qui a fabriqué l'histoire des libertés, de l'égalité entre hommes et femmes, des droits des homosexuels. Il faut leur faire aimer cette aventure intellectuelle inouïe qui a pris tellement de siècles,
qu'il y a eu tellement de sacrifices. Il faut absolument leur fabriquer des déclarations d'amour pour la démocratie et pour les États de droit. Il faut absolument les engager à défendre ça, bec et ongle, à défendre leur bonheur possible. C'est aussi bête que ça, c'est aussi incroyable que ça. On essaye de leur faire oublier les conditions de possibilité de leur bonheur. Il faut défendre absolument ces États de droit, il faut les aimer et ne jamais se taire. Merci.